Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Amiens. Je m'appelle Aman Mustafa et je suis spécialiste dans le système monétaire de la Corne de l'Afrique et je suis vraiment très honoré aujourd'hui pour vous parler de cette histoire qui est inédite. Donc hier, nous avons parlé des archives et j'ai été très honoré de voir mes compatriotes djiboutiens qui vraiment les voir animés de cette passion, déterminés à profiter des transitions numériques pour pouvoir enrichir notre mémoire collective et raconter notre histoire à travers ce qu'ils ont pu recueillir par-ci par-là, restaurer et préserver. Alors, on recherche vraiment, comme moi je suis enseignant-chercheur, on recherche l'inspiration. Quand l'inspiration vient à manquer, on se tourne vers le passé. Parce que là, le passé, il n'y a pas plus fertile comme terrain d'exploitation. L'enseignant-chercheur devient archéologue. On fuit le passé. On va chercher vraiment dans les archives pour exhumer les questions qui vont éclairer l'avenir. Et dans ce cadre, je me permets vraiment d'insister un peu le lien à renforcer avec les enseignants-chercheurs, parce que leur expérience et leurs réseaux peuvent parfois servir l'accès à des documents qui sont difficiles à obtenir, parce que hier j'ai entendu avec monsieur de l'Algérie, qui sont difficiles à obtenir du fait des relations diplomatiques qui sont complexes. On peut s'appuyer sur les enseignants-chercheurs pour acquérir ces documents. Une telle collaboration pourrait considérablement enrichir nos archives et renforcer cette dynamique de transmission. Pour ma part, face à une page blanche de recherche sur l'histoire de l'économie de Djibouti, je me suis tourné vers le passé. Je dis, tiens, et c'est là où j'ai trouvé vraiment une source d'inspiration que je vais partager aujourd'hui avec vous, et j'ai énormément appris sur mon pays, vraiment, depuis que je me suis intéressé à son histoire monétaire. J'ai vu que c'était très atypique. En explorant les archives à Djibouti, en France, aux États-Unis, j'essaye de mettre en lumière vraiment des faits qui sont oubliés, parfois oubliés vraiment, et parfois méconnus. Et parmi ces faits marquants, parce que l'histoire monétaire est tellement riche, parmi ces faits marquants, je vais vous parler aujourd'hui de la réforme monétaire de 1949. Cette année-là, il faut dire, la côte française de Somalie est le premier territoire colonial français à avoir quitté la zone franc, plus particulièrement la zone franc CFA. C'est un épisode qui est très peu connu et qui peut surprendre certains de nos amis africains, j'ai eu l'occasion de voir hier, parce que c'est peu évoqué, et c'est la raison pour laquelle je souhaite aujourd'hui vous en parler. Je vais prendre 20 minutes, ou voilà, une petite 20 minutes, pour pouvoir faire ma présentation, et puis s'il y a des questions, je serai à votre disposition. Alors, hop. Un petit problème technique. Voilà. La page blanche. Alors, juste pour rappeler l'Empire, voilà, l'Empire français. Alors là, vous revenez, je m'en occupe. Non. On a créé la zone franc, je vais prendre l'avance. On a créé la zone franc en 1939 pour se prémunir, enfin sous l'Empire français, pour se prémunir contre les déséquilibres liés à une économie de guerre. Donc la zone franc va être créée et quand la zone franc va être créée en 1939, 3 monnaies vont circuler dans le territoire, c'est-à-dire la pièce indochinoise, la roupie des Indes et le franc qui va circuler sur l'ensemble des territoires, les autres territoires africains.
Et à partir du 26 mars 1945, on aura 5 monnaies qui vont circuler, c'est-à-dire les 3 monnaies qui circulaient auparavant, plus le franc CFA et le franc CFP, c'est-à-dire le franc des colonies du Pacifique. Voilà. Zone franc, 1939, pour se prémunir contre vraiment les déséquilibres liés à une économie de guerre. Donc, à l'intérieur de la zone franc circulent 3 monnaies. La pièce indo-chinoise, la roupie des Indes et le franc dans le reste des autres territoires. Ensuite, Ensuite, 1945, le 26 décembre, on a les 3 monnaies qui circulent déjà, plus 2 nouvelles monnaies, le franc CFA et le franc CFP. Djibouti se trouve dans le franc CFA, dans le groupe franc CFA. Le franc CFP, c'est le franc des colonies françaises du Pacifique. Et, après on change de régime, Union française, mais à l'intérieur de l'Union française, va être créée une nouvelle monnaie qui ne sera pas dans la zone franc, qui sera au-dessus, je l'ai mis en orange, mais dans une zone distincte. Ça va être dans la zone dollar. Ça va être le premier territoire à avoir sa monnaie liée, non pas à une monnaie coloniale, mais à une monnaie qui est une monnaie libre, qui sera le dollar. D'accord? Donc là, c'est là où on va quitter la zone franc. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi vraiment... pourquoi cette réforme en 49? Pourquoi Djibouti, c'est pas aussi... Pourquoi Djibouti quitte aussi facilement la zone franc? Quand on connaît un peu l'histoire. Mais le contexte, si je situe un peu le contexte, il y a une réforme monétaire 1943. On sort du blocus, boum, on a une nouvelle réforme. C'est-à-dire, à partir de 1943, on va imposer à la population, pour pouvoir respecter des engagements signés entre De Gaulle et Londres, pour pouvoir respecter le taux, va être imposée une réforme monétaire en 1943, uniquement à la côte française de Somalie. Cette réforme va imposer à la population d'échanger leurs anciens billets en nouveaux billets, pour pouvoir fonctionner, vraiment retirer une masse monétaire importante de ce territoire et faire en sorte que le taux soit respecté. Donc, on leur donne 2 jours, le 26 et le 27 janvier de 1943, pour pouvoir échanger leurs billets en nouveaux billets, mais avec une décote de 50%. C'est-à-dire, vous donnez 100, on vous rend 50. Passé ces 2 jours, vous avez une décote de 90%. Si vous rendez votre ancien billet avant le 31 mars, on vous fait une décote de 90%. Vous donnez 100, on vous rend 10. Et passé ce 31 décembre 1943, le billet est considéré comme périmé. Alors vous imaginez, dans une région où les gens se déplacent vraiment à dos de chameau, en boutre, les transports sont lents, ils se sont retrouvés vraiment ruinés, hein, les économies perdent. Là, il y a une confiance qui est déjà perdue. Alors que la France avait déjà du mal à circuler dans le territoire, ils vont faire cette réforme. C'est la toute première réforme réalisée par la Caisse centrale de la France en Outre-mer. Elle va le réaliser ici. C'est une réforme traumatisante pour la population. Donc ça va jeter en tout cas une suspicion qui pourrait être définitive pour le franc français.
va suivre des dévaluations successives. En l'espace de 5 ans, on connaîtra 4 dévaluations. Alors que déjà, le franc a du mal à s'imposer. Parce que dans la région circulent d'autres monnaies qui sont beaucoup plus stables. On a le dollar éthiopien, tout nouveau, hein, la roupie des Indes qui circule, ça fait un moment, le shilling est-africain, le thaler qui circule déjà depuis 150 ans et qui est très apprécié dans la région. Le franc a du mal à s'imposer et ils font des réformes. Ça ne passe pas parce que dans le territoire, on connaît très bien Djibouti, dans cette région, les frontières sont poreuses. Le contrôle d'échange mis en place avec la zone franc est inopérant, c'est inefficace. Ça ne tient pas. Le marché noir est roi. D'accord? Donc là, problème, le territoire est isolé. Le port n'est pas attractif parce que la monnaie n'est pas stable. Et s'il y a transit, le transit ne se fait pas en francs français, mais plutôt en devises étrangères, alors qu'il y a le contrôle d'échange. C'est interdit. Donc, la position des Djibouti est menacée. Il faut rétablir la stabilité, il faut instaurer la confiance, il faut préparer l'avenir du territoire parce que la position stratégique française dans la Corne de l'Afrique en dépend. Et la prospérité de la côte française de Somalie dépend de sa capacité à rivaliser la colonie britannique Aden. Aden, qui a des avantages, c'est très libéral, monnaie stable, internationalement reconnue, donc difficile de rivaliser Aden alors que la prospérité en dépend, de la côte française en dépendait. Donc là, il y a un consensus, il y aura un débat, il y aura un consensus. On va dire, on va libéraliser ce territoire parce que la position géostratégique de la France en dépend également. Donc, on débat. Alors là, les autres colonies, et puis la côte française de Somalie, pardon. La côte française de Somalie, c'est l'actuel Djibouti, pour ceux qui ne sont pas djiboutiens. Alors, c'est l'actuel Djibouti. Alors, il y a le contrôle d'échange, la zone franc. Ceux qui sont issus de la zone franc, ils connaissent bien le contrôle d'échange, la monnaie qui n'est pas convertible, voilà, les inconvénients. Donc, contrôle d'échange. Là, ce territoire, on veut le libéraliser, d'accord? On veut faire en sorte qu'il fasse à peu près comme Aden, qui est le port vraiment de l'Éthiopie. Hein. Donc là, il faut prendre la place. Il faut libéraliser ce port. Donc, il faut libéraliser la côte française de Somalie. Alors, comment on fait? Parce que c'est déjà dans une zone. Si on supprime le contrôle d'échange pour la côte française de Somalie, uniquement pour la côte française de Somalie, mais on le garde dans la zone franc, qu'est-ce qui risque de se passer? Les colonies, les autres colonies risqueraient d'influer vers la côte française de Somalie pour tirer profit du régime de liberté absolue. Parce qu'il n'y a pas de droit de douane, on peut venir à la côte française de Somalie pour pouvoir éviter, contourner le contrôle d'échange. Donc là, on ne pouvait pas supprimer le contrôle d'échange uniquement pour la côte française de Somalie. Donc on imagine une barrière entre la côte française de Somalie et les autres colonies, pour dire que, hop, il y a un obstacle. Mais ça n'a pas de sens, c'est-à-dire on va garder un territoire dans la zone franc, mais sans qu'il communique avec les autres. À quoi bon de le faire garder dans la zone de... On ne peut pas avoir du franc CFA et ne pas échanger avec les autres. Donc ça n'avait pas de sens, ça voulait dire on isolait le territoire sans lui faire bénéficier l'avantage d'une monnaie qui serait libre. Et c'est ce que demandait la population. Donc là, pas d'autre choix que d'exclure la côte française de Somalie de la zone franc. D'accord? Donc on va faire exclure la côte française de Somalie de la zone franc. Et ça va être le tout premier territoire qui va quitter la zone franc CFA. C'est peu évoqué, mais c'est vraiment une histoire c'est ce qui marque une rupture monétaire historique. Rupture avec une monnaie coloniale, parce que le franc Djibouti sera un franc qui sera rattaché pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, hein, parce que vraiment, ce sera le premier pays africain qui va avoir sa monnaie rattachée au dollar. C'est la monnaie, parce que ça fonctionne en bloc sterling, franc, c'est des monnaies coloniales. Donc là,
Ce sera la toute première fois qu'on verra un pays, enfin une colonie avec une monnaie rattachée à une monnaie, à une devise qui n'est pas la monnaie coloniale. Et c'est là où on sent que c'est vraiment cette concession faite par la France, c'est une concession stratégique, on va dire, parce que le territoire vraiment va bénéficier de ce qu'on appelle un traitement spécial, parce que même M. Koubèche va en parler lors de son discours le 10 mars 1949, il va estimer que cette mesure est un geste généreux de la part de la France. Alors, les territoires vraiment bénéficient d'un traitement spécial par rapport aux autres colonies, parce que quand on regarde l'histoire, la Guinée va quitter la zone franc, mais va connaître l'isolement brutal, le Mali des difficultés économiques, la Mauritanie, voire des sabotages en Mauritanie, parce que je pense qu'on a... C'est des tensions, ça a toujours été conflictuel, d'accord? Mais à Djibouti, ça se fait de façon sans conflit, de manière apaisée, et c'est ce qui est marrant. D'accord? Alors, mais c'est là où on se dit, mais pourquoi cette exception vraiment à Djibouti? Pourquoi? Alors que c'est un peu le travail du chercheur. Donc là, on se rend compte que c'était vraiment, derrière cette stratégie monétaire, ce choix monétaire, c'était d'abord un choix stratégique. C'était destiné à contrer l'influence britannique dans la zone. Une guerre d'empire entre la livre sterling et la France. Il ne faut pas laisser la place aux Britanniques. Donc, il faut contrer l'influence britannique dans la région. Deuxièmement, il faut garantir à l'Éthiopie un accès sûr à un port de transit pour renforcer les liens économiques régionaux. Parce que la monnaie, le franc qui circulait, personne n'en voulait, même tout le monde s'en débarrassait. Alors le franc, j'ai pris le tableau, je vais vous montrer peut-être après, oui, c'est tous les francs qui ont été rejetés. Voilà. C'était pas prévu de faire ça, mais... Alors, toute cette partie-là, c'est le franc. Le franc qui avait un lien avec le franc métropolitain. Alors, toute cette partie-là, la population ici n'en voulait pas. Tous ces billets-là. C'est à partir de 1949 qu'on va commencer vraiment à faire confiance au franc Djibouti. D'accord? Alors, troisièmement, la France cherche à affirmer vraiment sa position, enfin son alliance, son alignement avec le bloc occidental contre l'influence soviétique. D'ailleurs, les communistes de l'époque vont dénoncer cette réforme monétaire comme étant une réforme militaire déguisée, parce que voilà, pour anticiper l'installation d'une base militaire future et contrer l'influence soviétique, on prépare le terrain. Et le choix se fait en 2002 pour pouvoir mettre en place la base militaire. Voilà. Ça s'est fait de façon naturelle, mais le terrain a déjà été préparé en 1949. Alors, c'est très bien, mais ce qui se passe, c'est que quand la France a renoncé à sa souveraineté monétaire, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire, bon, je suis un empire, mais je vais renoncer. Je vais accepter d'arrimer le franc Djibouti à une monnaie qui n'est pas ma monnaie, qui est le dollar. Je vais accepter d'avoir à l'intérieur de mon empire une enclave monétaire étrangère. Et ça, seulement pour des raisons géostratégiques. La côte française de Somalie illustre bien la capacité de Paris à renoncer à sa souveraineté pour des raisons géostratégiques majeures. Mais le fait d'avoir créé ça, ça crée en même temps ce qu'on appelle une asymétrie monétaire avec notre pays voisin éthiopien. Parce que jusque-là, tout allait bien avec l'Éthiopie. Pas aussi bien, mais il n'y avait pas de problème monétaire. L'Éthiopie exportait vers la zone franc et les billets tirés, enfin le franc tiré de ses exportations vers la zone franc ou le franc vers la France lui permettait de régler ses déficits avec la côte française de Somalie. Maintenant, pour pouvoir régler le déficit avec la côte française de Somalie, il lui faut du dollar. Ils vont trouver cette mesure, cette réforme discriminatoire, et ce qui va faire dire à l'ancien
vice-ministre éthiopien que s'il faut un petit accord de paiement entre la France et l'Éthiopie, il faut un grand accord entre l'Éthiopie et la côte française de Somalie. On n'a pas encore d'accord de paiement jusque-là. Donc on en reparlera peut-être une autre fois, mais c'est très imbriqué, hein, les deux histoires. Donc, pour vraiment un peu synthétiser, c'est-à-dire la France a compris que ça ne servait à rien d'imposer une monnaie qui n'était pas acceptée. Ça ne sert à rien de mettre derrière en place une politique économique monétaire puisque la monnaie est rejetée. C'est inutile. Ce qu'il faut, c'est de la confiance et pour se maintenir ici. Et cette confiance, on peut l'importer. Comment? En choisissant vraiment à s'attacher, on va s'arrimer, à une monnaie qui inspire confiance. Et cette monnaie, ça ne va pas être la livre sterling. Alors que tout le rapport technique dit que la solution la plus pertinente, c'est la livre sterling. On va choisir le dollar. Donc on va créer une enclave monétaire, dollar, à l'intérieur d'une zone sterling. Je ne vais pas rentrer dans le technique, mais là, ça va créer vraiment quelque chose avec le marché libre des devises. Donc, on fait ça. On va importer la confiance avec le dollar. Mais ce qu'il faut comprendre, cette confiance n'a pas été construite de l'intérieur. Elle a été importée. Et quand on importe une confiance de l'extérieur, cette confiance ne dépend pas de vous. Cette confiance dépend du pouvoir qui la soutient. Donc, cette confiance importée se révèle d'autant plus fragile que le pouvoir qui la soutient peut vaciller avec le temps, s'affaiblir avec le temps. D'accord? Donc j'ai l'exemple, par exemple, de la Gambie, qui est historique. La Gambie, qui est vraiment l'opposé de Djibouti, puisque Djibouti, c'est une colonie française au milieu de la zone sterling. La Gambie, c'est l'inverse, c'est une colonie britannique au milieu de la zone franc. D'accord? Donc, le billet ou la pièce de 5 francs circulait très bien en Gambie de 1843 jusqu'en 1918. C'est à partir de la dévaluation du franc français après la Première Guerre mondiale que vont connaître des difficultés. Parce que cette pièce-là, lorsque c'est accepté parce que c'est utile dans la région, il y a un usage social, l'administration britannique accepte de faire circuler cette pièce dans une colonie, cette pièce française dans une colonie britannique, ça ne pose pas de problème. Mais ça pose problème que lorsque vraiment il y a un problème, c'est-à-dire la dévaluation du franc français, qui va faire en sorte que toutes les pièces qui circulaient autour, parce que la Gambie se trouvait dans une zone franc, toutes les pièces de 5 francs vont affluer vers la Gambie, ce qui va faire augmenter la masse monétaire gambienne de façon artificielle. L'administration britannique va mettre du temps à réagir. Ils ne vont réagir qu'en 1922, mais il sera trop tard puisque la Gambie va perdre l'équivalent d'une année de recettes publiques. Donc là, là je vais en venir. Bon, c'est pas vraiment, c'est pas un clin d'œil, mais 75 ans après, ils ont eu des problèmes avec cette pièce. Nous, cette confiance, on l'a importée et ça fait 75 ans, on l'a fêté l'année dernière, les 75 ans du franc Djibouti. C'est une confiance qui est importée et qui est toujours vraiment d'actualité. Elle est arrimée en dollars, ça nous a permis de garantir la stabilité, c'est sûr, ça il faut le dire, il faut le souligner. Le franc Djibouti est resté stable depuis 75 ans. C'est exceptionnel, hein, comme longévité, stable, réévalué à 2 reprises quand le système monétaire international s'est effondré, parce qu'on a défini notre monnaie en poids d'or, ce qui nous permet de faire réévaluer le franc Djibouti quand l'or se dévalue, quand le dollar se dévalue par rapport à l'or. On a ce défini, ce poids-là, cette référence qui nous permet de réévaluer. Donc ça, c'est quelque chose que les colonies n'avaient pas. Donc on a réévalué le franc Djibouti à 2 reprises en 71 et 73. Mais maintenant, c'est vrai, cette confiance, on l'a importée. Maintenant, le dollar, il est remis en question. On a la Chine qui investit massivement à Djibouti. Les BRICS qui poursuivent une stratégie de dédollarisation, qui remettent en cause la domination du dollar. Donc,
les archives, c'est bien, ça nous fait vraiment un miroir historique. C'est là où on se dit, on est à nouveau confronté à un choix stratégique. Est-ce qu'il faut maintenir cette dépendance au dollar ou ouvrir une nouvelle trajectoire monétaire qui reflèterait les réalités multipolaires? Et 49, la côte française, l'actuel Djibouti s'est détaché de la monnaie coloniale dans un contexte qui était apaisé. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avancer vers l'autonomie monétaire. C'était la même question en 49. Aujourd'hui, on parle d'autonomie monétaire. Non pas dans la rupture, mais dans une émancipation vraiment maîtrisée. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir respecté le temps. Alors, s'il y a des questions, c'est avec plaisir. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Vraiment, d'abord, je voulais remercier Dr Hammam Safa pour la qualité de cet exposé brillant qui souligne que les archives, ce n'est pas simplement du papier, c'est une histoire, c'est de la monnaie. Donc, dans tous les secteurs, les archives sont importantes. Donc, vraiment, d'abord, c'était le premier point que je tenais à souligner. J'avais des questions sur ce choix. Parce que vous avez souligné avec pertinence, en général, une nation ne retire pas sa souveraineté. Un empire encore moins. Oui. Quelle était vraiment la contrainte si forte qui a obligé à ce qu'un empire coupe une partie de sa souveraineté? Vous avez évoqué le fait qu'il y avait une zone sterling, mais est-ce que ce n'était pas plus grand que cela, hein? Je pense qu'il y avait d'autres raisons. Alors, il y a des raisons économiques que je n'ai pas évoquées, mais il y a aussi les raisons géostratégiques et politiques. Mais la raison vraiment économique était liée au port. Donc voilà, si le port de Djibouti disparaissait, la France perd sa position stratégique dans la corne de l'Afrique. Donc il faut vraiment développer, faire en sorte que la prospérité de la côte française de Somalie soit aussi bon que celui d'Aden pour que la France puisse se maintenir. Et puis aussi, vraiment, il y a tellement de choses à dire là-dessus parce qu'on pouvait dire que Djibouti pouvait servir, parce qu'à l'époque, il y avait une pénurie de dollars. Quand on a décidé de mettre en place, de s'attacher au dollar, la France n'avait pas ces devises-là. Il fallait attendre 6 mois, le temps que les réserves en dollars de trésor français lui permettaient de mettre en place cette réforme. Il fallait attendre, il y avait une pénurie de dollars. Et derrière, ils avaient anticipé l'idée que les États-Unis, les États-Unis allaient investir beaucoup en Éthiopie. Donc on anticipe ça, il y a des accords, ils suivent, l'ambassadeur là-bas français suit de près les échanges, et puis on entend parler de la construction d'un chemin de fer entre Addis et Assab, financé par les États-Unis. Donc il est hors de question qu'il y ait un chemin de fer. On va en même temps essayer de contourner ça, en faisant en sorte de faire ressembler à ce territoire un territoire américain pour que les investissements américains puissent librement circuler dans ces petites colonies. Et vraiment, la France a sacrifié sa souveraineté monétaire, et puisque elle était vaine, personne n'en voulait du franc, il faut le dire, personne n'en voulait, puisque d'autres monnaies circulaient. Donc ils ont dit autant renoncer pour des raisons géostratégiques qui sont plus majeures. Voilà. En général, parce que ce que je voulais souligner, c'est que même si personne ne voulait du franc français à l'époque à Djibouti, il est plus facile de sacrifier une colonie que de sacrifier sa souveraineté. Hein? Ils ont sacrifié la côte française de Somalie. Donc, j'avais une autre question, peut-être par rapport toujours à ce point-là, et sur le volet géopolitique. Est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'à cette période-là, il y avait le pacte, je crois, qu'ils appellent le pacte de Quincy, où les Américains ont négocié avec l'Arabie Saoudite le fait que l'Arabie Saoudite allait vendre son pétrole en dollars et qu'en contrepartie, les États-Unis assuraient la sécurité donc, de l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'à partir de là, ils ne pensaient pas aussi que les dollars qui arriveraient à l'Arabie Saoudite peut-être
allait découler et ruisseler vers Djibouti. Oui, c'était la devise montante, hein, vraiment, c'est là, on est après la guerre. Oui, le dollar commence à dominer, donc on sait que la livre sterling commence à être moins convertible, hein, parce que là, il y avait des problèmes avec la livre sterling, parce que les Britanniques eux-mêmes, je ne sais pas s'il y a l'ambassadeur, mais ils cherchent à faire des négociations pour maintenir la livre sterling dans la région, parce que la livre sterling avait des difficultés de convertibilité. Donc la seule monnaie qui pouvait être convertible librement, c'était le dollar, et d'autant plus que le dollar était convertible en or, hein, il faut le rappeler. Et d'ailleurs, avant le dollar, on a imaginé à faire couvrir par de l'or le franc Djibouti. Avant d'arriver au dollar, on a pensé à le faire couvrir par de l'or. On s'est dit, si on le fait couvrir par l'or, le franc Djibouti, vers rendre convertible, comme le dollar, comme fonctionne le dollar, mais dans une petite enclave ici. Si on fait ça, il y a du dollar qui circule dans le Moyen-Orient. Ces dollars du Moyen-Orient vont venir à Djibouti pour le convertir en or. L'or va sortir du territoire, on va se retrouver avec 2 dollars. Et rien ne garantissait que ce dollar pouvait être convertible en or à nouveau par les États-Unis. Donc là, on s'est arrêté sinon ça pouvait être... Mais c'est vraiment quelque chose que certains d'entre nous revendiquaient et disaient qu'on préfère les talons or que les talons change or, parce qu'on est passé par le dollar. Et si on avait cette couverture aujourd'hui, voilà, on aurait été beaucoup... Parce que le prix de l'or aujourd'hui, c'est pas le même. Hein. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'aimerais en premier lieu remercier le conférencier pour ce thème, je disais d'actualité, mais en même temps d'histoire. Moi personnellement, j'ai fait une thèse de magistère sur la coopération monétaire dans la zone de franc CFA. Très bien. Et c'était pour moi avant l'entrée, si vous voulez, de l'euro. Déjà une partie de ma thèse, il y avait beaucoup de scénarios sur le devenir de ce franc CFA. Mais ce qui m'a plu dans votre conférence, parce que le fait de ramener, je vois des photos, c'est une belle histoire. Et cette belle histoire, elle mérite d'être racontée à la génération, disons, future, mais également nous. Moi, je ne vous cacherai pas. En tant qu'ambassadeur, en arrivant ici, j'étais étonné de ce lien de le franc djiboutien par rapport au dollar. C'était ma première question. Et avec vous, puisque malgré les contraintes de temps, vous avez pu nous ramener vers une histoire énorme. Et ce que je vous souhaiterais ici, déjà avec la présence de M. le secrétaire général, votre conférence, elle mérite d'être publiée. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ce que vous avez mis d'énergie dans 20 minutes, mérite d'être publié et cette histoire va aller au-delà de Djibouti. Mais merci. Merci beaucoup. Merci pour les encouragements. Merci. Je vais juste répondre à Excellence, nous avons tenu, parce que vraiment nous avons beaucoup insisté, nous avons tenu à ce que le docteur Ahmad vienne à Djibouti dans le cadre de l'exposition que nous faisons sur l'histoire de Djibouti. Parce que dans l'histoire de Djibouti, il y a aussi la monnaie djiboutienne. Donc il est venu, il a écrit un livre, il a écrit des articles qui sont parus dans La Nation et il va faire, Inch'Allah Ta'ala, une conférence à l'université de Djibouti pour expliquer, comme vous l'avez dit, à nos jeunes, le rôle de la monnaie du franc Djibouti et dans le monde. Parce que c'est une expérience unique qui s'est produite à Djibouti. Et donc c'est pour ça qu'on a tenu à ce qu'il fasse cette conférence. Bon, la date, je crois que vous avez rendez-vous dimanche avec le président de l'université, mais dans le mois d'octobre, il y aura une conférence. Et effectivement, vous êtes tous invités à participer à cette conférence. C'est pour les jeunes et pour les moins jeunes. Voilà, merci. Merci. S'il vous plaît, je voudrais
Donc, vous félicitez déjà. J'ai été toujours, je me suis référé au franc Djibouti, toujours pour, n'est-ce pas, parler de notre pays, la parité fixe depuis 1949. C'était comment dirais-je, un des points que l'on a toujours soulevé en tant qu'ambassadeur, c'est ce que je faisais, en tant qu'enseignant, c'est ce que je faisais. Et je voudrais vous féliciter et vraiment demander à ceux que ça soit vulgarisé davantage, aussi bien pour les anciennes générations, les présentes, que les futures. Ma question, elle est relative un peu à la page blanche, c'est-à-dire perspective. Nous sommes en train de négocier un virage sur le plan géopolitique. Et vous avez évoqué cette possibilité que, ma foi, aujourd'hui aussi la question se pose par rapport au choix que l'on pourrait, pour lequel on pourrait opter. Je voudrais un peu votre avis brièvement par rapport à cette dernière partie de votre intervention. Merci bien. Je réponds. Alors, c'est un peu délicat de répondre à cette question. Il faut négocier, vraiment. Négocier, ne pas renoncer tout de suite au dollar, ni accepter une autre devise, mais tout passe par la négociation. Faire des études approfondies, voir s'il y a possibilité de mettre en place un panier de devises qui va intégrer, parce que je suis un peu de près ce qui se passe dans la zone BRICS. Ils sont en train d'acheter beaucoup d'or, des stocks d'or. Ils imaginent à mettre en place un système étalon or, ils vont mettre en place une nouvelle monnaie qui serait convertible en or. Ils auraient l'équivalent en or. Alors, et nous, on resterait avec du dollar. Alors, c'est pas vraiment, voilà, il faut discuter, il faut échanger, et j'espère que ça va se faire. Il faut surtout négocier avant d'accepter tout à coup. Enfin, ouais. J'ai une petite question. J'aimerais rebondir aussi sur les sujets qui ont été traités aujourd'hui. Donc déjà, merci pour ce sujet qui est vraiment enrichissant. Moi qui est un jeune djiboutien, donc découvrir l'histoire de ma monnaie, c'est l'objectif. C'est vraiment quelque chose qui m'a imprégné. Merci beaucoup. Moi là, j'ai une petite question. Donc c'est au niveau, comme disait l'ambassadeur, au niveau de la continuité sur la politique multipolaire à l'échelle mondiale. Donc, d'après les actualités, je vois que, comme vous soulignez si bien, de nombreux pays se tournent vers d'autres types de réserves de monnaie, notamment le choix de utiliser les monnaies liées aux BRICS, donc c'est-à-dire aux conglomérats créés par les BRICS, où j'ai vu de nombreux pays aussi qui font en sorte d'incorporer dans leurs réserves de change des monnaies dites digitales. Donc je voulais avoir votre réponse sur ça. Donc au niveau, est-ce que les monnaies digitales vont prendre de l'essor dans les années à venir? Et est-ce que par exemple vous parlez de l'étalon or, mais j'ai entendu aussi parler de l'étalon Bitcoin. Est-ce que c'est quelque chose, voilà, parce que j'ai vu que pas mal de banques centrales, que ce soit la Fed, que ce soit la Banque Centrale Européenne, donc la BCE, traitent de ce sujet-là. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous seriez capable de donner une vision sur ce sujet? Je pense que la Banque centrale de Djibouti y travaille sur cette question. Voilà. Ce que je peux vraiment fournir comme réponse, je pense que la Banque centrale de Djibouti déjà travaille sur cette question de digital money. La Banque centrale européenne ou la Banque de France vont peut-être revenir en arrière. Parce que ça, c'est des idées qu'on a émises et là, certaines des banques centrales sont en train de faire marche arrière. Donc ça, c'est nouveau, hein, et je pense que la Banque centrale y travaille. Parce que j'ai entendu parler des monnaies banques centrales digitales. Oui, digitales, oui, voilà. c'est ça. Oui. La Banque centrale, le franc Djibouti, peut-être que ce sera digitalisé. Mais ce qui est important, c'est l'unité de compte. Moi, vraiment, j'insiste là-dessus, parce que quelle unité de compte sera digitalisée? Parce qu'aujourd'hui, alors comment maintenir la circulation du franc Djibouti? Il faut l'imposer.
dans tout ce qui est transactions portuaires, ferroviaires, non pas accepter des devises étrangères, parce que vous laisserez la place où ces devises circuler librement et votre monnaie va se reculer. Ça n'aura aucun intérêt de mettre en place le digital money si vous laissez circuler les autres devises. Donc vraiment, c'est un ensemble, c'est un tout, c'est une stratégie à avoir sur le long terme. Donc ce n'est pas une question un peu à part, quoi. D'accord, ok, merci. Merci beaucoup. On prendra la toute dernière question, oui. si vous. Bonjour, docteur. Vous m'entendez? Bonjour. Ok. Merci pour, en tout cas, le brillant exposé qui permet de voir l'histoire riche de Djibouti. Je crois que déjà avec l'exposition que nous avons vue hier, c'est vraiment formidable et mérite d'être connu, comme le disait le secrétaire général du gouvernement. Maintenant, ma question, c'est par rapport à, vous voyez, la zone franc actuelle. Quel regard avez-vous en termes d'évolution positive, le fait de rester dans cette zone comparativement à Djibouti qui a quitté cette zone il y a longtemps? Je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui, je vois. Alors vous faites allusion au pays du Sahel, peut-être? Au pays du Sahel. Oui. Pour les Sahéliens que je suis, je voulais avoir votre regard. Alors, comment vous appréciez le franc CFA aujourd'hui par rapport à ce franc djiboutien qui est arrimé donc au dollar? Alors, et ensuite, la dernière question, oui, c'est par rapport à la velléité donc, de quitter ce CFA, voilà, que nous voyons ces 2 jours dans le Sahel. Quelle appréciation et peut-être, je ne dirais pas quel conseil, mais quelle stratégie? Parce que nous voyons également qu'il y a un peu de stratégie qui est proche de celle des BRICS. Aujourd'hui, dans le Sahel, c'est plutôt l'or pour un pays comme le Burkina Faso. Voilà, on voit pour la première fois, nous avons une réserve d'or, chose qui n'était pas. Et je pense que ça est en train de s'allumer un peu vers les BRICS. Oui. Quel regard avez-vous? Merci bien. Alors, je suis du Burkina Faso, donc vous aurez compris. Oui. Alors, elles sont un peu liées, les 2 questions. Parce que quand on souhaite quitter un territoire, vraiment, la première des questions qu'on se pose, c'est pour aller où? Sortir pour aller où? Donc, alors, la crainte, c'est quand on sort et qu'on met en place sa propre monnaie, c'est de voir que sa propre monnaie perd de la valeur. Enfin, la crainte, elle est là. Donc, il y a des études qui disent que s'ils sortent, ils vont perdre, la monnaie qui sera créée va perdre 90% de sa valeur. Donc, quand vous entendez ça, vous n'avez pas envie de quitter tout de suite. Donc, à moins d'avoir quelque chose de bien garanti. Voilà, c'est la garantie. Donc, on va parler de la garantie. Quand on va sortir, on perd la garantie française. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura comme garantie? On pense à mettre en place une monnaie marchandise. Soit c'est de l'or, soit c'est d'autres matières premières. Et là, la question de comment évaluer cette marchandise se pose. Donc c'est ça en fait qui manque. Mais je trouve que vraiment il faut pas aller vite. C'est bien, s'ils ne sont pas sortis, c'est parce qu'ils ne savent pas encore où aller. Donc, il ne faut pas se précipiter. Et c'est très bien, vraiment. Là, vous prenez le temps de bien faire mûrir le projet. Et quand on est sûr de pouvoir bien garantir sa monnaie sans que cette monnaie soit dévaluée immédiatement, à ce moment-là, il ne faut pas que la réponse vienne de l'extérieur avec des ciblages d'inflation et tout le reste qu'on entend. C'est vraiment, il faut que ça vienne de l'intérieur, il faut que la confiance soit établie de l'intérieur. Et quand on a un stock d'or, pour pouvoir convertir sa propre monnaie, il est normal d'avoir une monnaie stable. Et voilà ce que je pense vraiment du cas du Sahel. Donc je comprends bien parce que ça me fait penser beaucoup au cas de Djibouti. Et voilà. Et surtout que la spécificité du cas de Djibouti, on a mis en place un currency board. J'en ai pas parlé parce que c'est d'autres questions. C'est le currency board qui n'est pas connu dans la zone francophone. Le currency board est plutôt anglophone. Ils connaissent bien. Donc c'est une couverture à 100% de la monnaie qu'on émet. Aujourd'hui, le franc Djibouti, il est émis, mais il y a une couverture à 100%. Et cette couverture à 100% permet de garantir une convertibilité entre les devises. Et c'est ça qui donne de la confiance. Je leur dis, on fait confiance au franc Djibouti, parce qu'à tout moment, vous pouvez le convertir.
Donc, dès lors qu'on couvre à 100% par quelque chose de stable, de l'or, une matière première, une devise qui inspire confiance, la monnaie peut être garantie. Bon, je vous remercie. On vous remercie, monsieur le docteur, pour tout ça. Merci beaucoup. Et en parlant de Currency Board ou des caisses d'émission, Dr Moussa a également, il y a quelques ouvrages qu'il a écrits qui sont disponibles en ligne, donc je vous encourage aussi pour en apprendre plus, vous pouvez les trouver.